Sunday Night Production. Nous sommes le 5 août 1984 et en ce dimanche matin, il règne un soleil de plomb sur le mythique stade de Los Angeles Memorial Coliseum. Le mercure annonce déjà 32 degrés. Pourtant, les spectateurs sont venus en nombre pour acclamer les athlètes féminines qui franchissent l'une derrière l'autre la ligne d'arrivée. Ces athlètes viennent de finir le marathon des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et c'est un moment historique, car c'est la première fois qu'un marathon olympique est ouvert aux femmes. Environ 2h45 après le coup de pistolet, une silhouette titubante fait son apparition dans la dernière ligne droite. Tous les spectateurs la remarquent immédiatement. Et les télévisions du monde entier se figent sur elle. Il faut dire que cette coureuse semble être en très grande difficulté. Et cette silhouette, qui est sur le point de s'effondrer, n'est autre que l'athlète suisse Gabriela Andersen. Et sans le vouloir, elle va marquer les esprits et réveiller une tempête qui ne demandait qu'à exploser. L'histoire de notre sport a été façonnée par des athlètes et des événements incroyables. Du 2 au 16 décembre, nous allons vous raconter les récits qui ont marqué l'histoire de la course à pied depuis le XXe siècle. Victoires, défaites, exploits, on a tous en tête des moments d'athlétisme qui ont bouleversé notre vie. Et nous vous proposons de les revivre avec nous. Bonne écoute! Rome 1960. Les Jeux Olympiques battent leur plein. Des athlètes venus du monde entier s'affrontent sur des épreuves anthologiques. Mais à cette époque, pourtant si proche, les femmes ne peuvent pas concourir dans des épreuves au-delà de 800 mètres. Selon les médecins de l'époque, celles qui oseraient s'aventurer sur des distances plus longues risquent gros. Décrochement de l'utérus, masculinisation, pilosité surdéveloppée et même de la barbe. De quoi en décourager plus d'une. Mais c'était sans compter sur la volonté inébranlable de certaines femmes. Parmi elles, on retrouve Roberta Gibbs qui court le marathon de Boston en 1966, sans toutefois y être officiellement inscrite, puisque l'inscription est strictement interdite aux femmes. Cachée dans un buisson, elle en surgit afin d'intégrer le plus discrètement possible un peloton exclusivement masculin. Au bout de quelques kilomètres, certains hommes se rendent compte de la supercherie, mais promettent de la protéger si quelqu'un venait à l'empêcher de poursuivre l'épreuve. « Tu es sur la voie publique, tu as le droit de courir », déclare-t-il. Et c'est justement ce droit qu'elle revendique, être libre de courir comme elle le souhaite, sans être bridée ni cantonnée à des distances de sprint. Et c'est ainsi que Roberta Gibbs boucle son premier marathon en 3h21. Et ce temps-là figure dans le premier tiers du classement général. Et le plus incroyable dans tout ça, son utérus est toujours bien accroché à elle et aucun barbier du coin ne signalera avoir dû raser une femme dans les semaines suivantes. Cette initiative aurait pu rester anecdotique si elle n'avait pas été suivie par beaucoup d'autres. En 1967, la célèbre Catherine Switzer parvient à s'inscrire officiellement au marathon de Boston. Enfin, officiellement, c'est vite dit, puisqu'elle se contente de noter l'initiale de son prénom pour ne pas révéler son sexe aux organisateurs. Et bingo, elle obtient un dossard et parvient à prendre le départ le jour J. S'apercevant de sa présence, l'un des organisateurs de la course tente de la sortir du parcours, l'empoignant violemment. Heureusement, il est maintenu à distance par le petit ami de l'époque de Catherine et par son coach, qui forme une sorte de bouclier de protection autour d'elle. Elle déclare « J'ai tout de suite eu la pensée que si je ne terminais pas la course, tout le monde dirait que les femmes ne sont pas capables de courir un marathon. Il fallait que je termine la course. » Heureusement, elle finit la course, malgré une disqualification a posteriori et une suspension par la Fédération américaine d'athlétisme. Mais c'est trop tard, la machine est lancée. Au fur et à mesure que les années passent, le sport féminin remporte de plus en plus de victoires. Avec Catherine Switzer et Roberta Gibbs en fer de lance, les femmes parviennent à faire ouvrir le marathon de Boston aux athlètes féminines dès 1970. New York suivra, puis Berlin en Europe, suivi par Madrid et Stockholm. Et c'est forte de tous ces succès que les femmes conquièrent le droit de participer pour la première fois à un marathon olympique. Le CIO prend cette décision en 1981. Seul l'ex-URSS s'oppose à cette ouverture, qui concerne aussi par ailleurs la voile, le tir, le cyclisme sur route et le 400 mètres haies. Le rendez-vous avec l'histoire est pris. Les femmes courront le marathon olympique le 5 août 1984. Pour ce premier marathon olympique à Los Angeles, 50 femmes se tiennent devant la ligne de départ. Elles sont prêtes. Elles savent que cet instant est historique. Chacune d'entre elles a conscience du poids des regards du monde entier braqués sur elles. Elles n'ont pas le droit à l'erreur.
Pourtant, avec la chaleur, l'épreuve s'annonce d'une extrême difficulté. Et il va falloir faire abstraction des conditions et de cette pression pour ne se concentrer que sur le principal, courir. À 9h précises, le coup de pistolet retentit. Ça y est, la course est lancée. Et dès les premiers kilomètres, l'américaine Johanne Benoît tente une échappée. Et son audace paye. Elle arrive à maintenir sa principale rivale, la norvégienne Great Ways, à distance. Et cette dernière n'est autre que la championne du monde en titre. Pourtant, ce jour-là, elle devra se contenter de la médaille d'argent. Car c'est bien Johanne Benoît qui remporte la toute première médaille d'or olympique de l'histoire du marathon. Et elle boucle la distance avec un incroyable chrono de 2h24 minutes et 52 secondes. Les 92 000 spectateurs présents dans le stade sont en délire. Les applaudissements fusent. Dans les espaces réservés aux journalistes, Katrine Switzer est en larmes. Elle qui avait fait de ce marathon olympique féminin son cheval de bataille, se tient derrière le micro pour commenter cette course historique. Sa joie est tellement grande qu'elle quitte l'espace pour aller rejoindre le public afin d'applaudir la gagnante, puis toutes celles qui franchisseront la ligne d'arrivée les unes après les autres. Le défi est relevé, mais sous l'émotion, Katrine ne remarque pas immédiatement la silhouette qui s'avance dans le stade. Mais très vite, son regard se pose sur cette coureuse. Et la plupart des spectateurs présents dans le stade remarquent tout de suite cette athlète avec l'œil hagard et la démarche presque zombiesque. Elle porte le dossard 323. C'est la Suissesse Gabriela Andersen. Gabriela a 39 ans. Et elle est en train de courir son premier et unique marathon olympique. Comme toutes les autres, elle a mérité sa place sur la ligne de départ. Seulement voilà, le 5 août 1984, il fait extrêmement chaud à Los Angeles. Terrassée par la chaleur et la déshydratation, Gabriela reçoit le coup de grâce quand elle pénètre dans le stade. Son corps cesse tout simplement de lui répondre. Elle est percluse de crampes qui font de chaque pas une véritable torture. Elle s'avance lentement, tel un pantin désarticulé qui n'a presque plus rien d'humain. Elle mettra plus de 6 minutes à effectuer le tour final du stade, encadrée par une équipe médicale qui ne peut pas la toucher afin qu'elle ne soit pas disqualifiée. Elle déclare: Je savais qu'il ne me restait qu'un tour de stade, et je savais aussi que si je m'effondrais ou que je m'asseyais, il me serait impossible de me relever. Il ne me restait plus qu'un choix, me concentrer pour marcher le long de cette ligne blanche jusqu'à l'arrivée. À aucun moment, cette athlète ne songe à abandonner. Un pas après l'autre, sous les regards mi-gênés, mi-encourageants, elle avance jusqu'à franchir la ligne d'arrivée libératrice, terminant à la 37e place en 2h48 minutes et 42 secondes. L'histoire aurait très bien pu s'arrêter là. Après tout, ils sont nombreux, ces sportifs qui vont au bout d'eux-mêmes et qui s'effondrent juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. D'ailleurs, quelques heures plus tard, Gabriela Andersen est réhydratée et sa démarche redevient parfaitement normale. Mais Gabriela est une femme, et ça, en 1984, ça ne passe pas. Dès son arrivée dans le stade, quelque chose saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles. Katrine Switzer, qui commente l'épreuve, paraît désemparée. Elle exprime de la compassion pour cette athlète en détresse, mais elle exprime surtout une profonde inquiétude. Elle pense qu'après ça, les femmes ne seront tout simplement plus autorisées à courir le marathon. Je savais que si elle s'écroulait, on parlerait encore de la faiblesse des femmes. Malheureusement, ces inquiétudes se révèlent fondées. L'image de Gabriela Andersen fait le tour du monde. Certains l'acclament, crient leur admiration pour cette athlète qui est allée au bout d'elle-même. Mais d'autres crient à la mascarade, car pour eux, une femme ne doit pas se mettre dans un état pareil. C'est tout simplement inadmissible. Là où la souffrance affichée par les hommes est synonyme de force, d'abnégation et de courage, celle des femmes doit rester cachée. Et c'en est trop pour certains hommes qui brandissent l'image de Gabriela pour demander à ce que cette édition des Jeux Olympiques demeure la seule durant laquelle les femmes ont pu courir le marathon. Après tout, on voit bien que c'est un échec. La médiatisation et le débat autour de cette arrivée chancelante dépassera même la victoire de Johanne Benoît, ce que déplorera plus tard Gabriela. Heureusement, les revendications de ses détracteurs ne trouveront pas suffisamment d'écho pour qu'il obtienne gain de cause. Le marathon olympique restera bel et bien ouvert aux femmes, et c'est le soulagement dans le camp des athlètes féminines et des passionnés de sport. Pourtant, Katrine Switzer sait que le chemin est encore long. Les femmes sont acceptées sur la scène sportive internationale, elles doivent maintenant faire accepter leur qualité sportive au-delà de leur image. Les femmes doivent avoir le droit d'afficher leur souffrance aux yeux du monde de la même façon que les hommes.
L'avenir donnera raison à son combat, puisque les femmes sont aujourd'hui de plus en plus représentées au sein des pelotons de coureurs et affichent des performances qui dépassent très largement un grand nombre d'hommes. Et c'est ainsi que le 5 août 1984 restera à jamais gravé dans l'histoire. Vous venez de découvrir un récit de légende qui a marqué l'histoire du sport. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser une évaluation. Cet épisode est inspiré de faits réels et de personnages ayant vraiment existé. Les dialogues sont des reconstitutions basées sur une documentation minutieuse. Je suis Guillaume Centracchio, interprète de ce programme écrit par Nolwenn Pinsivi. Je tiens à remercier Justine Baudin pour l'identité visuelle, Lauriane Autissier pour la coordination et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions. À bientôt!